Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le secteur touristique de la région du sud-ouest ivoirien prépare sa métamorphose. 450 millions de francs CFA y seront investis. Le prix du blé tendre va flamber au Maroc à partir du 1er juin prochain. 135% de droits de douane seront appliqués aux importations de la céréale. Enfin, l'Ouganda revoit à la hausse ses perspectives de croissance pour l'exercice fiscal 2019-2020. Et nous démarrons par la Côte d'Ivoire où la région du sud-ouest va faire peau neuve. Des investissements estimés à 480 milliards de francs CFA seront injectés dans cette région pour le développement du secteur touristique. Précisément, ce sont 1500 km de routes qui seront réhabilitées avec à la clé des infrastructures touristiques, hôtelières et de loisirs. Ceci dans le cadre du projet Sublime Côte d'Ivoire, une ambitieuse stratégie nationale de restructuration et de développement du tourisme ivoirien à l'horizon 2025, inspiré par le Maroc. Il s'agit ici de promouvoir le sud-ouest ivoirien au regard de sa situation balnéaire, géostratégique et au-delà de sa culture, de ses traditions et de sa biodiversité. À long terme, le gouvernement ivoirien entend donner corps à une feuille de route destinée à faire de la Côte d'Ivoire la 5e destination touristique la plus prisée sur le continent africain à l'horizon 2025, alors que le pays est aujourd'hui classé 12e. L'agence de notation Standard & Poor's a maintenu la note souveraine de l'Afrique du Sud dans la catégorie spéculative. Cette agence estime cependant que le gouvernement de Cyril Ramaphosa doit poursuivre les réformes pour assainir les finances publiques et relancer la croissance du pays. Le nouveau mandat de Cyril Ramaphosa démarre sur une note positive. Réélu le 19 mai par les députés après la victoire du Congrès national africain, ANC, aux législatives du 8 mai, Cyril Ramaphosa, qui est investi pour un mandat de 5 ans, a réitéré ses promesses de campagne en insistant notamment sur la lutte contre la corruption ainsi que la relance de l'économie sud-africaine pour créer plus d'emplois et favoriser une croissance inclusive. Il a repris les rênes du pays alors que l'agence de notation financière Standard & Poor's a maintenu la note souveraine de l'Afrique du Sud dans la catégorie spéculative, tout en estimant que le nouveau gouvernement doit poursuivre les réformes pour assainir les finances publiques et relancer la croissance. Standard & Poor's a par ailleurs confirmé les notes de la dette souveraine à long terme de la nation arc-en-ciel en devises étrangères et en monnaie locale respectivement à BB et BB+, avec des perspectives stables. Lesquelles perspectives reflètent que le gouvernement sud-africain va poursuivre certaines réformes pour améliorer la croissance économique et tenter de contenir le déficit budgétaire. La note de Standard & Poor's a rendu publique après celle de Moody's, la seule des 3 principales agences de notation à maintenir encore l'Afrique du Sud dans la catégorie d'investissement. Cette agence a en effet confirmé récemment la note Baa3 de la nation arc-en-ciel, soit un cran au-dessus de la catégorie spéculative attribuée par Standard & Poor's. À partir du 1er juin prochain, les importations de blé tendre seront de nouveau soumises à des droits de douane de 135% au Maroc. Selon le porte-parole du gouvernement marocain, ces droits de douane avaient été suspendus en novembre 2018 afin de favoriser les achats internationaux de blé tendre et de garantir la stabilité des prix sur le marché intérieur. Ces droits visent à protéger la production locale
locale dans un contexte mondial de baisse des prix de la céréale et ces droits seraient révisés en fonction des développements sur les marchés mondiaux et du niveau des réserves nationales. Il faut dire que la production de blé devrait, de source officielle, chuter au Maroc de 40,7% à 6,1 millions de tonnes en 2019. Ce volume englobe 3,5 millions de tonnes de blé tendre, 1,35 million de tonnes de blé dur et 1,25 million de tonnes d'orge. Il faut dire que le pays a importé en 2018 3,5 millions de tonnes de blé. Direction maintenant le Kenya où la production caféière devrait atteindre 650 000 sacs pour la campagne 2019-2020. Ce volume représente une baisse de 13% par rapport à la campagne précédente. Il s'agit par ailleurs du plus faible niveau de récolte caféière que le pays va enregistrer depuis l'année 1962-1963. Cette chute est imputable d'une part à la sécheresse et d'autre part à la faiblesse des coûts de la matière première. Cette crise des prix pousse certains exploitants du pays à se tourner vers d'autres cultures. Elle entrave par ailleurs la capacité des producteurs à entretenir les plantations et à lutter efficacement contre les maladies. Cinquième producteur africain de café, le Kenya cultive la fève depuis la fin du 19e siècle. Elle avait été introduite dans le pays par des missionnaires catholiques. Et puis au cours de l'exercice fiscal 2019-2020, l'économie ougandaise pourrait croître de 6,3%. Cette performance devrait être tirée par une accélération de la croissance, notamment dans les secteurs du commerce et de la manufacture. 6,3%, c'est le taux de croissance que l'économie ougandaise devrait enregistrer au cours de l'exercice fiscal 2019-2020. Cette performance qui surpasse légèrement les 6% initialement annoncés sera essentiellement réalisée grâce à l'accélération annoncée de la croissance dans les secteurs du commerce et de la manufacture. Les experts pointent aussi du doigt les investissements publics et privés dans les infrastructures, ainsi que les performances des secteurs agricoles et touristiques qui devraient tous enregistrer une hausse significative. En effet, le gouvernement ougandais a intensifié ses investissements dans les infrastructures en prévision des revenus de la production de pétrole prévus pour démarrer d'ici à 2022. Mais ces investissements ont entraîné une hausse de la dette publique du pays qui, selon le Fonds monétaire international, devrait atteindre les 50,7% en 2021-2022. Ceci dans un contexte où le Parlement ougandais estime qu'un report de la production pétrolière ainsi que la détérioration du climat sécuritaire et politique menacent de saper la confiance des investisseurs. Parallèlement, les élections générales de 2021 devraient augmenter les dépenses de l'État, tandis que le déficit budgétaire continue de s'accroître et pourrait atteindre moins 7,2% en 2019-2020. D'après le FMI qui annonce pour le pays une croissance moyenne de 6 à 7% au cours des 5 prochaines années. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. On se retrouve juste après une petite pause direction les Comores avec Casimir Pédia, notre chroniqueur. Bienvenue à vous, Casimir. Bonjour, Inès. Alors, le FMI projette pour les Comores une croissance de 2,9% pour l'année 2020. C'est bien ça, Inès. Il faut dire que les îles Comores présentent aujourd'hui une santé économique des meilleures au niveau donc de la région. Les îles Comores, du moins pour le compte donc de l'année 2020, présentera donc un produit intérieur brut, une croissance de son produit intérieur brut évalué donc à 2,9% contre 2,8% pour le compte de l'année 2019 et 2018.
Déjà en 2017, l'île a présenté une croissance de 2,7%, c'est-à-dire aujourd'hui les îles Comores présentent une certaine constance en ce qui concerne la croissance économique. Il faut également préciser que selon le document donc, du Fonds monétaire international, c'est une économie qui, sur le plan donc, de la dette publique, présente une certaine soutenabilité, à en croire donc les documents du FMI rapportés donc par le ministère en charge donc des finances au niveau donc du pays. En 2018, l'île a donc fait un effort en ce qui concerne donc la soutenabilité de sa dette pour afficher donc un produit, du moins une dette publique évalué à 27% de son produit intérieur brut, soit des efforts d'environ 3,4 en ce qui concerne donc l'évolution de cette dette-là. Au demeurant, il faut dire que l'île Maurice, pour le compte donc des 5 prochaines années, sera donc un pays mieux gouverné, enfin une union mieux gouvernée en ce qui concerne donc l'économie, car la politique apportera un souffle nouveau avec donc la transition, avec l'alternance au pouvoir. Donc c'est des points positifs aujourd'hui que l'île pourra exploiter pour véritablement donc afficher une économie solide. Alors, sur quelle base le FMI projette une croissance de 2,9% pour le pays? C'est sur la base donc des efforts fournis notamment par le gouvernement sur donc les secteurs tels que l'accès à l'énergie, qui a donc permis en 2018 d'afficher un taux de croissance donc de 2,8%, comme je le disais tantôt. En effet, le pays donc fait face désormais donc à une amélioration donc de sa capacité de fourniture d'énergie pour donc les petites, moyennes et grandes entreprises au niveau du pays. La population également a accès donc à cette matière première, si j'ose parler ainsi, en termes donc de dépendance au niveau donc de l'extérieur. Aujourd'hui, de plus en plus, l'île travaille pour véritablement améliorer son couvert énergétique, ce qui donc justifie l'apport par le gouvernement d'un certain nombre de moyens, dont les énergies renouvelables. Au-delà donc de l'électricité, les télécommunications aujourd'hui représentent un poids majeur en ce qui concerne donc la croissance au niveau du pays, et à tout ceci s'ajoute donc l'aide apportée donc par la diaspora. Je veux parler donc des IDE, des investissements directs étrangers, notamment au niveau de la diaspora, qui représente environ le quart donc du produit intérieur brut, selon donc l'évaluation faite donc par la Banque mondiale et le FMI. Aujourd'hui, on peut donc dire que le secteur tertiaire apporte un souffle nouveau donc à l'économie, déjà que le secteur primaire est donc prépondérant au niveau donc de cette croissance, avec des acteurs au niveau donc du sous-secteur agriculture et transformation industrielle. Tout ceci combiné permet aujourd'hui donc de dire, comme le FMI, que les îles représentent aujourd'hui un atout majeur au niveau de la région en ce qui concerne donc les perspectives. Le tourisme n'est pas parent pauvre donc dans ces embellies économiques. L'île pourra donc améliorer sa destination d'ici donc les 2 prochaines années au regard donc des investissements consentis dans ce secteur-là. Une projection donc de 2,9%, mais pour quel impact sur les Comoriens? Sur les Comoriens, il faut déjà dire que ce n'est pas du tout la vie en rose. 45% de la population vit en dessous donc, du seuil de la pauvreté, c'est-à-dire vivent très mal au niveau du pays, et donc investir dans les secteurs dont je viens donc de parler, et surtout améliorer la capacité du pays à produire au niveau de l'agriculture, pourra donc permettre au pays de faire face à la question donc du chômage et du sous-emploi. Même si au niveau du chômage, l'île présente quand même un taux des meilleurs au niveau donc de la région, 3,7%, et qu'au niveau du sous-emploi, le pays devra travailler énormément pour pouvoir offrir un mieux-être à sa population. Aujourd'hui, l'île Maurice pourra donc travailler pour que les Comoriens puissent mieux se nourrir. En tout cas, c'est l'objectif du gouvernement installé pas plus tard que le 27 mai dernier. En ce qui concerne la dernière élection présidentielle, l'île pourra donc améliorer la capacité d'absorption donc du produit intérieur brut d'ici quelques années. En tout cas, nous allons observer l'évolution donc de cette économie pour voir si véritablement l'alternance et les facteurs tels que donc la capacité
du pays à disposer donc des ressources offshore pourront donc permettre aux Comoriens de mieux se porter pour les 5 voire 10 prochaines années. Merci beaucoup, Casimir Kouedia, pour toutes ces explications. Rendez-vous vendredi dans le prochain numéro. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de votre journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez donc toute l'équipe vendredi à la même heure.